Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman biographique qui s'intitule Les Affranchis. Il s'agit d'un roman écrit par Nicolas Pileggi et publié en 1986. En 1955, Henry Hill a 11 ans et il cherche un emploi à temps partiel. Il en trouve un dans un dépôt de taxi et de voitures de louage. Cette entreprise se situe en face de la maison où vit sa famille, constituée de son père, de sa mère et de ses 6 frères et sœurs. Depuis longtemps, Henry est captivé par les personnes qui se rendent dans ce dépôt avec de très belles voitures et avec des bijoux très bling-bling. Ces hommes ne reçoivent jamais de contraventions et personne ne se plaint d'eux quand ils font du bruit la nuit lors de leurs parties de cartes. Apprenant qu'il a un emploi, les parents d'Henry sont contents. Son père, qui s'appelle Henry Hill Senior, est irlandais et il est électricien dans une entreprise du bâtiment. Son salaire permet à peine à sa famille de survivre. La mère d'Henry s'appelle Carmela Costa. Elle est sicilienne et femme au foyer. Ses parents déchantent bien vite quand ils remarquent que leur fils passe tout son temps au dépôt. Henry ne va plus à l'école, mais ses parents ne le savent pas encore. Le dépôt de taxi est le lieu de rencontre pour une ribambelle de personnes. C'est le QG officieux de Paul Vario, qui est un membre des 5 familles du crime de New York. Paul fait partie de la famille Lucchese. Il a déjà été condamné pour de nombreux crimes, mais maintenant les juges se montrent cléments envers lui. Paul Vario est un homme lent car il se sait invulnérable. À 12 ans, Henry fait ses courses et il l'accompagne lors de ses tournées de rendez-vous. Quand Paul Vario l'emmène dans des clubs, il dit qu'Henry est son cousin. Paul le paie bien et il fait preuve de générosité envers lui. Paul Vario est un homme méfiant qui ne met son nom ni sur ses bateaux ni sur les sonnettes. Henry est resté 25 ans à son service. Paul a la main mise sur les jeux illégaux, les prêts usuaires, le racket sur le monde du travail et sur l'extorsion de fonds. Paul dirige plusieurs entreprises légales, parmi lesquelles il y a le dépôt de taxi, une pizzeria et un magasin de fleurs. Paul a 4 frères. Il y a Lenny qui a un poste à responsabilité dans les syndicats du bâtiment. Il s'occupe des promoteurs et des entrepreneurs en bâtiment qui doivent payer une redevance en espèces ou en emploi fantôme pour garantir les chantiers contre les grèves et les incendies. Il y a Tommy qui est délégué au syndicat du bâtiment. Il surveille les opérations de bookmaking et de prêts usuaires sur les chantiers. Il y a Vito, surnommé Toddy, qui tient le dépôt de taxi. C'est lui qui a engagé Henry. Et il y a enfin Salvatore, surnommé Babe, qui s'occupe des jeux de cartes et des dés itinérants. Les frères et leurs familles se réunissent le week-end chez leur mère avec leurs amis. Henry se sent comme chez lui au dépôt. Quand les Vario ont su qu'il était à moitié sicilien, ils l'ont adopté. Henry veut devenir un gangster. Pour lui, être un affranchi, c'est avoir le pouvoir. La vie d'Henry se met à changer. Il n'y a plus besoin de faire la queue à la boulangerie, plus personne ne se gare dans l'allée de sa famille, et des garçons font les courses à la place de sa mère. Toddy cherchait un gamin multitâche, rapide et en qui il pouvait avoir confiance. Toddy lui apprend à conduire. Ainsi Henry peut garer les voitures des affranchis, ce dont il est très fier. Avec l'argent qu'il gagne, Henry s'achète son premier costume. Quand sa mère lui dit qu'il ressemble à un gangster, Henry prend ça pour un compliment. Au contact des affranchis, Henry fait son apprentissage. Il apprend à écouler de faux billets, à vendre de faux sapins, à voler des marchandises, à débiter des cartes de crédit ne lui appartenant pas et à les revendre, ainsi qu'à organiser des jeux de cartes et de dés illégaux. Henry fait la connaissance de Jimmy Burke. Cet homme donne beaucoup d'argent aux gens pour des menus services. La passion de cet homme est le détournement de marchandises. Pour ses 14 ans, Henry reçoit une carte de la section locale du syndicat des maçons. Il s'agit d'un emploi fantôme. Son salaire est divisé entre les Vario et cet emploi apporte d'autres avantages pour les Vario. Le père d'Henry apprend par une lettre de l'école que son fils ne va plus à l'école depuis longtemps. Son père le bat. Le lendemain, les Vario vont chercher le facteur et ils lui font peur pour qu'il ne distribue plus les lettres de l'école à la famille d'Henry. Le courrier ne passe plus du tout et sa mère est obligée de se plaindre à la poste. Un soir qu'il est à la pizzeria, Henry entend un homme qui vient de se faire tirer dessus. Henry aide cet homme en enveloppant sa main blessée dans les tabliers. Le cuisinier lui reproche d'avoir utilisé et gâché les tabliers. Paul Vario ne veut pas que des gens meurent dans sa boutique. Un autre type ouvre un dépôt de taxi dans le quartier. Le type, têtu, ne veut pas fermer son établissement quand les Vario le lui demandent.
Teddy et Henri cassent les vitres des taxis et y mettent le feu. Henri se fait arrêter une première fois après avoir payé des pneus neige avec une carte de crédit volée. Il était avec Lenny, qui est le fils de Paul. Les Variaux envoient lui le dédouaneur au poste. Henri s'en tire qu'avec une caution à payer. Lui la paie. Les Variaux sont très contents d'Henri car il a perdu sa virginité en termes d'arrestation et qu'il s'est bien conduit en ne les balançant pas. Les parents d'Henri ne sont pas au courant. Henri trouve un revolver dans la cave de la maison. Il le montre à Teddy qui le lui emprunte quelquefois. Un jour, Henri ne le trouve plus dans la cave. À 17 ans, Henri s'inscrit au bureau de recrutement car il veut devenir parachutiste. Henri et les affranchis sont dans le quartier de Bronzeville. Dans les années 20, les Juifs de l'Europe de l'Est et des Italiens s'y sont installés. C'était à l'origine un quartier ouvrier avant de devenir aussi celui des truands, puis des grands bandits et enfin celui des Variaux. Le gang le plus violent est celui des Variaux car il sert de matraque à la famille Lucchese. Les affranchis ont un emploi de couverture. Ils sont le plus souvent patrons de restaurants ou d'entreprises de transport. Ils ont été arrêtés et interrogés si souvent qu'ils connaissent mieux que quiconque les policiers et les lois. Ils ont leur propre avocat et leur propre agent de cautionnement. Ils méprisent ceux qui respectent les lois et doivent travailler durement pour pas grand-chose. Les affranchis n'étaient pas les gamins les plus doués, les plus riches ou les plus accrocheurs. Ils ont une aptitude à la violence sans état d'âme. Ils sont protégés par énormément de personnes du quartier et ils font partie du tissu social. Ils protègent le quartier de certains maux car les zones sont sans cesse contrôlées. À 17 ans, Henri entre dans une unité de parachutistes à Fort Bragg. Alors que d'autres se plaignent, Henri a l'impression d'être dans un camp de vacances. Le président Hoover dit que la mafia coûte 22 milliards de dollars par an. Le Sénat fait une enquête et les noms de 5000 truands sont donnés. Le nom de Paul n'y figure pas. Henri vend les surplus de nourriture de l'armée. Il fait des prêts auprès des autres soldats et il introduit des jeux de cartes et de dés. Un jour, sous un prétexte bidon, il revient à la pizzeria. Les Variaux l'accueillent chaleureusement. Paul lui fait un cadeau. C'est un rétroviseur de camion pour l'aider à repérer les filatures. Après s'être bagarré dans un bar, Henri est enfermé durant ses 2 derniers mois de service militaire au camp de détention de Fort Bragg. Après sa sortie, Henri fait des affaires avec Lenny qui est le fils préféré de Polly. Polly leur donne à tous deux un boulot de maçon. Ils touchent leur paie sans aller travailler. Polly les place ensuite à l'Azores, qui est un restaurant chic. Lenny devient aide barman et Henri devient maître d'hôtel. Le lieu est tenu officieusement par Thomas Lucchese. Cet homme s'occupe du quartier de la confection et des aéroports. Le vrai patron s'appelle Tommy Morton et c'est un homme de paille des affranchis. Les hommes de paille leur servent de gérants et ceux-ci doivent donner une somme aux affranchis, quel que soit l'état de leurs affaires. Car les 2 garçons font mal leur travail, un cuisinier dispute Lenny et Henri. Suite à cela, les 2 garçons tentent de le mettre dans le four. Polly n'approuve pas ce comportement, il fait brûler la voiture de Lenny par Henri. Henri fait du trafic de cartes bancaires. Il achète des biens qui ont un prix inférieur à la limite de crédit. Il revend ensuite les cartes à d'autres personnes qui pourront s'acheter des biens dont le prix est en dessous du prix où il est obligatoire de demander l'autorisation de crédit. Avec Jimmy Burke, Henri apprend la vente de cigarettes à prix réduit. Henri finit par louer un camion pour rechercher en gros des cigarettes à Washington. Cependant, trop de personnes font ce trafic et la police confisque des camions. Henri se spécialise dans le vol de voitures. Il s'associe avec Eddie Rigaud qui fait passer les voitures en Haïti. Henri paie des gamins pour voler les voitures à sa place. Polly contrôle les affaires louches du quartier et cependant il ne parle pas à plus de 6 personnes. De plus, quand il parle à une personne, personne d'autre ne doit écouter. Il ne prend jamais de notes et il ne passe jamais de coups de fil, à part dans les cabines publiques. Contre de l'argent, Polly offre une protection à des types qui ne peuvent pas la demander aux flics. Polly dispense aussi à des personnes d'avoir les flics sur leur dos car ils sont arrosés par les affranchis. Henri et ses amis vont dans des restaurants luxueux. Ils font porter leur consommation sur l'ardoise. Quand le patron se plaint, les affranchis l'envoient balader violemment. Ce patron va se plaindre à Polly. Contre la protection de Polly, le patron va lui payer un petit quelque chose. Les affranchis prennent l'argent d'un crédit bancaire au nom du patron. Ils font venir de la marchandise pour la récupérer et aussitôt la revendre. Ils finissent par toucher l'argent de l'assurance en cramant la boîte. Henri remarque à quel point il est facile de monter plusieurs arnaques et qu'il est bien rare de se faire attraper.
Henri gagne de l'argent avec des paris sportifs truqués. Henri ne sait pas mettre de l'argent de côté, il flambe tout. Polly Junior vient voir Henri. Il essaie de sortir avec Diane, mais elle ne veut pas sortir seule avec lui. Diane amène une copine et Polly Junior doit amener un copain à lui. Henri y va, mais il a un rendez-vous le soir même avec Toddy. La copine de Diane s'appelle Karen. Cette dernière trouve Henri odieux, car il ne pense qu'à son rendez-vous et les presse dans le restaurant. La semaine suivante, les 4 personnes ont encore rendez-vous. Henri ne vient pas et Karen demande à Paul Junior d'aller chercher Henri. Karen le retrouve et elle lui fait une scène. Elle obtient un autre rendez-vous. Cette fois-ci, Henri l'emmène dans un restaurant où il est bien plus sympathique avec elle. Il dit qu'il travaille dans le bâtiment et qu'il a un poste de direction à l'Azores. Henri passe du bon temps avec cette fille. Quand Henri se présente chez elle, elle lui fait cacher sa croix car Karen tente de faire croire à ses parents qu'Henri est à moitié juif. Un jour, Karen a des ennuis avec un certain Steve. Il a tenté quelque chose avec elle, mais elle s'est défendue et il a fini par la jeter de sa voiture. Quand Karen explique à Henri ce qu'il s'est passé, Henri va voir le gars. Il lui fait peur avec son pistolet et il le tabasse. À la fin, Henri passe le pistolet à Karen. Karen et Henri décident de se marier en cachette en Caroline du Sud. Ils s'installent chez les parents de Karen qui commencent à apprécier le jeune homme. Ils pensent tous qu'il travaille dans le bâtiment. Un peu plus tard, Karen et Henri font un mariage juif. Karen se voile la face sur les activités de son mari, contrairement à sa mère. Karen commence à se rendre compte de la vérité quand elle assiste à une réunion de femmes désaffranchies. Elles discutent des prisons dans lesquelles sont allés leurs maris. Elles ne prennent pas soin d'elles et elles ont des enfants supportables. Henri la rassure en lui disant que très peu de gens se font pincer. Karen est introduite dans le cercle d'Henri. Elle remarque que les fils s'appellent Peter ou Paul et que les femmes et les filles s'appellent Marie. La plupart des hommes font de courts séjours en prison. Henri et ses amis sont dans la cave de Jimmy. Ils attendent Tommy de Simone pour un camion de cigarettes. Quand l'homme arrive, il n'y a que des cigarettes de marque. Or, il y a besoin de cigarettes bouche-trou. Jimmy envoie Henri et Lenny en chercher avec sa propre voiture volée. Sur le chemin du retour, ils se font contrôler par les flics. La voiture est pleine de cartouches de cigarettes et Henri est incapable de dire à qui appartient la voiture. Ils sont arrêtés, mais ils sont vite remis en liberté grâce à Jimmy qui a envoyé des avocats et des agents de cautionnement. La mère de Karen n'arrête pas de se plaindre d'Henri, mais Karen continue de défendre son mari. Une nuit, toute la famille veille car Henri a découché sans prévenir. Quand il revient enfin au petit matin, la mère s'en prend à lui et Henri repart. Henri était en réalité à l'enterrement de vie de garçon du fils de Lenny. Dans les années 1950, il y a l'installation d'un nouvel aéroport dans le Queens. Les affranchis apprennent comment s'y prendre pour détourner le fret aérien. Les employés qui ont auprès de la pègre des prêts à taux usuaires acceptent de perdre volontairement leurs marchandises. Quiconque se plaint des affranchis à la police se fait tuer. Le détournement de fret aérien est la passion de Jimmy Burke. Jimmy peut être généreux, mais il peut être aussi très violent. Jimmy a été un enfant abandonné, ayant connu diverses familles d'accueil dont certaines étaient violentes et il a trempé dans les affaires louches très jeune. Henri prend part aux opérations de flibuste avec Jimmy et Tommy de Simone. Après avoir volé la marchandise, il la refourgue à plus bas prix. Il gagne ainsi beaucoup d'argent, même si certaines personnes en gagnent encore plus qu'eux. Henri a été arrêté plusieurs fois, mais il s'en sort toujours grâce à ses relations, à ses avocats et aux pots de vin. En 10 mois, 2 millions de dollars de marchandises ont disparu à l'aéroport. Grâce à un tuyau, Henri apprend que l'aéroport a une importante somme d'argent cachée dans un entrepôt. Il parvient à prendre la clé d'un vigile en faisant rencontrer à ce vigile une prostituée. Henri parvient à faire un double de la clé quand la prostituée et son client étaient dans le bain vapeur. Le vol à l'aéroport se passe le samedi. Air France se fait voler 480 000 dollars. Le vol n'est découvert que le lundi. L'argent est réparti entre les chefs de la pègre de l'aéroport, Sébastien Buster et Paul Vario. Tommy et Henri veulent claquer leur fric. Pour cela, ils font semblant d'avoir gagné à Las Vegas. Henri devient le propriétaire officieux d'un cabaret-restaurant appelé The Suite. Karen et Paul voulaient qu'Henri ait une affaire honnête. Hélas, les amis d'Henri débarquent et l'endroit devient un repère pour les affranchis. Karen, qui a plusieurs enfants, a besoin d'aide pour la maison, mais Henri, à cause de ses nombreuses affaires, ne peut pas l'aider. Il lui faut une femme de confiance. Il achète donc une fille haïtienne, mais à la réception, il remarque que cette femme ne lui convient pas.
Karen reçoit des coups de fil obscènes, mais Henry n'arrive pas à identifier l'auteur. Il fait en sorte que Karen donne un faux rendez-vous à cet inconnu. Henry observe la rue et il voit une voiture qui fait plusieurs fois le tour du quartier. Henry tabasse le conducteur, mais ce n'était finalement pas le vrai coupable. Pour les affranchis, le meurtre est quelque chose de normal. Si quelqu'un ne marche pas droit, on le tue. Billy Batts sort de prison et les affranchis lui font une fête au Roberts, qui est le bar de Jimmy. Pour rigoler, Billy demande à Tommy s'il fait toujours de la lèche. Tommy le prend mal, mais il ne peut rien faire tant qu'il y a du monde. Plus tard, Tommy, accompagné de Jimmy et d'Henry, tue Billy. Le problème est que Tommy ne pouvait pas tuer Billy sans parler à ses supérieurs et sans leur accord. Tous les trois sont en danger de mort. Il faut donc faire disparaître le corps en l'enterrant. Les trois amis passent déjà chez la mère de Tommy pour prendre une pelle. De nouveau en route, ils se rendent compte que Billy n'est pas mort et qu'il donne des coups dans le coffre. Jimmy et Tommy le tuent pour de bon. Ils l'enterrent. Quelques mois plus tard, un promoteur va acheter le terrain dans lequel ils ont enterré le corps. Ils changent le corps de place et le mettent dans une décharge. Parce qu'un gamin ne veut pas danser pour lui, Tommy lui met une balle dans le pied. Puis il finit plus tard par le tuer. Jimmy fait creuser le trou à Tommy pour enterrer ce garçon. Un jour, Polly rapplique au Roberts. Il a eu un problème au Don Pépés. Le maître d'hôtel s'est mal comporté envers lui-même et envers sa femme. Polly s'est battue avec le maître d'hôtel, mais les serveurs ont pris sa défense. Polly revient avec les affranchis pour régler ses comptes. En 1969, Henry rencontre Linda et il commence une liaison avec elle. Peter en commence une avec Vera Lynn. Polly pense que ce sont des femmes flics. Un jour, le patron de Linda voit d'un mauvais œil la relation entre Linda et Henry. Ce dernier lui règle son compte en l'étranglant avec un fil téléphonique. Karen a des preuves de l'infidélité de son mari. Un soir, elle braque un pistolet sur lui. Il arrive à la calmer et à lui prendre le revolver. Tous deux seront par la suite infidèles. Karen fera toujours des crises lorsqu'elle remarquera que son mari a une maîtresse. Par exemple, quand Henry sera enfermé dans la prison de Rikers, elle va remarquer que Linda a rendu visite à son mari et elle fera barrer le nom de cette fille de la liste des personnes autorisées à voir Henry en prison. Henry part en voyage en Floride avec Casey Rosado et Jimmy Burke. Rosado a besoin de récupérer une dette de jeu auprès de John. Le créancier ne veut pas payer et les trois amis lui font peur. Ils finissent par récupérer la somme. Cependant, des personnes présentes à une partie de l'agression parlent. Henry, Jimmy et Rosado sont tous trois recherchés. L'affaire a pris une grande ampleur car la sœur de John travaille au FBI. Ils prennent tous les trois 10 ans de prison. Henry ne sera incarcéré que 21 mois plus tard au pénitencier de Lewisburg. Il y retrouve des connaissances et surtout Polly. Parce qu'il est un affranchi, Henry a la belle vie. Il suit des cours de gestion hôtelière et il fait du bookmaking. Henry travaille ensuite pour la ferme pénitentiaire. Il revend de la cam, alors que Polly ne veut pas que les affranchis trempent dans des histoires de drogue. Après l'arrestation d'Henry, Karen est à court d'argent. Elle reprend son emploi d'assistante dentaire et elle toilette les chiens. Elle reçoit l'allocation de son mari pour les études. Henry a aussi besoin d'argent pour avoir un meilleur train de vie en prison. La situation s'améliore quand Henry commence ses trafics. Karen fait passer à son mari de la nourriture, de l'alcool et même de la drogue. Comme la prison d'Allenwood se vide, Henry parvient à être transféré là-bas. L'endroit est plus tranquille et il a le droit à des permissions. Il sort de prison le 12 juillet 1978. À sa sortie, Henry est fauché et sa femme aussi. Il veut reprendre son ancien train de vie. Il va chercher de la marijuana et il la revend. Ceci lui permet de se remettre à flot. Il devient vendeur de drogue. Il vend également des bijoux volés par d'autres et il vend de l'alcool. Henry occupe un emploi fantôme pour duper son contrôleur judiciaire. Henry se lance avec Tony Perla dans le trucage de matchs de basket qui ne fonctionnent pas toujours. Marty Krugman indique à Henry une grosse somme d'argent en espèces qui serait à l'aéroport. Jimmy n'aime pas Marty car il a de l'argent pour faire ses spots publicitaires pour ses perruques, mais il ne le rembourse pas. Jimmy organise l'opération. Le 11 décembre 1978, la Lufthansa a été volée de 5 millions de dollars et de 7 500 $ de bijoux. Le vol fait beaucoup de bruit dans la presse. Henry n'était même pas au courant que le coup était prévu pour cette nuit-là. Jimmy le force à ne rien changer à ses habitudes. Jimmy veut tuer Marty. Henry arrive à le convaincre de ne pas le faire. La camionnette du vol a été retrouvée car Stax, au lieu de mettre la camionnette à la décharge, l'a laissée dans une rue non loin de l'aéroport.
Stax se plaint du fait que la mafia est plein d'argent tandis que lui est à sec. Stax se fait tuer. Alors que Tommy devrait être nommé affranchi, il se fait tuer par les Gothi. En effet, il est reconnu que Tommy a tué Billy Bats et Foxy sans le feu vert de ses supérieurs. Marty est finalement tué par Jimmy. Ce dernier envoie Henry raconter des salades à sa femme. L'affaire du vol de la Lufthansa est un gros scandale. L'affaire est confiée à un procureur adjoint nommé MacDonald. On trouve certaines personnes impliquées telles que Jimmy Burke, Tommy DeSimone, Angelo Zeppe, Anthony Rodriguez et Frankie Burke. Cette bande est très surveillée par le FBI. Lou Werner est identifié comme étant le membre du personnel qui a donné les informations qui ont permis le vol. Lou Werner s'est vanté de l'argent volé auprès de ses connaissances. Il a été très aisé pour le FBI de trouver des témoignages contre lui, mais MacDonald est obligé d'ordonner un non-lieu faute de preuves. Plusieurs personnes ayant fait partie du coup sont retrouvées mortes ou ont disparu mystérieusement. Suite à une dénonciation, Werner est finalement déclaré coupable de participation à l'élaboration du cambriolage de la Lufthansa. Jimmy est écroué à la même prison pour violation de la liberté conditionnelle. Henry continue son trafic de drogue bien que Paul ne veut pas d'histoire de trafic de drogue au sein des affranchis. Henry consomme également de la drogue. Il a une maîtresse qui s'appelle Robin et qui est elle aussi consommatrice de drogue. Henry remarque qu'un hélicoptère est au-dessus de sa maison. Il livre tout de même des armes à Jimmy. Ce dernier n'en veut pas car les armes ne sont pas adaptées à son silencieux. Jimmy devient de plus en plus fou depuis le coup de la Lufthansa. Il a déjà tué 8 personnes car elles demandaient leur argent. Henry va chercher son frère à l'hôpital et il le ramène chez Karen. Durant ce temps-là, l'hélicoptère est toujours au-dessus de lui. Henry se rend ensuite avec Karen chez Bobby Germain pour vendre les armes que Jimmy n'a pas voulu. Il revoit l'hélicoptère et il se rend compte qu'il ne peut pas aller chez Bobby. Henry décide d'aller chez sa mère. Il cache les armes dans la poubelle. Karen et Henry vont au centre commercial. Quand ils en sortent, l'hélicoptère n'est plus là et ils vont chercher les armes dans la poubelle. Ils se rendent chez Bobby pour lui donner les armes et pour récupérer la cam que devra vendre Judy. Henry appelle Judy et il lui rappelle qu'il ne faut pas qu'elle téléphone de chez lui mais d'une cabine téléphonique. Cependant, peu de temps après, elle appelle Mazzei de chez Henry, ce qui fait que les flics sont au courant de tout. Henry passe chez Robin pour couper la cam. Il revient ensuite chez lui. Après avoir dîné, Judy tient à partir vendre sa drogue avec son chapeau. Henry l'emmène en voiture et il voit que sa rue est cerclée de voitures. Daniel Mann est un inspecteur qui a travaillé sur le cas d'Henry après qu'un revendeur de drogue l'ait dénoncé après avoir été pris. Mann a ensuite mis sur écoute Henry et Robin. Henry est très surveillé. Grâce aux écoutes, les flics arrêtent aussi Bobby et Robin. Henry est arrêté. Il fait comprendre à Karen où il a caché la drogue. Elle va la chercher et elle la jette dans les toilettes. Alors qu'Henry va passer au tribunal, Jimmy insiste pour que Karen vienne chercher du tissu. Sentant que c'est un piège, Karen s'enfuit avec sa voiture. Polly refuse d'aider Henry car il ne voulait pas qu'il se mêle à des affaires de drogue. Il donne 3000 $ à Karen. Tous les amis d'Henry lui tournent le dos et certains veulent le descendre. Henry pense à sortir pour récupérer sa cam qui vaut 18 000 $, voir Mazzei qui lui doit 20 000 $ et récupérer de l'argent un peu partout. Henry ne se sent pas en sécurité en tôle. Karen et sa mère paient la caution. Henry apprend que Karen a balancé la cam dans les toilettes. Henry va voir Jimmy. Henry pense que Jimmy se prépare à le descendre car il pourrait le dénoncer ainsi que les affranchis. Quand Jimmy lui donne un rendez-vous dans un bar inconnu, Henry se doute que c'est pour le liquider. Jimmy demande à Henry s'il veut aller en Floride avec lui et Stabile pour faire la peau à celui qui l'a dénoncé. La balance est en réalité le fils de Bobby Germain. Henry cherche à récolter un maximum d'argent. Henry est de nouveau arrêté en tant que témoin dans le cas de la Lufthansa. Henry et Karen n'ont pas d'autre choix que de s'inscrire au programme de protection des témoins. Henry, Karen et ses filles sont coupés de toute leur vie d'avant. Ils sont souvent changés d'endroit et ils sont tout le temps surveillés. Ils reçoivent de nouveaux papiers d'identité. Le 27 mai 1980, Henry signe une convention avec le ministère de la Justice. Il va donner des informations contre la tranquillité. Henry regrette sa vie d'avant car on le respectait et car il avait tout ce qu'il voulait. Henry donne le nom de criminels qui eux-mêmes préfèrent donner les noms d'autres criminels plutôt que de recevoir une condamnation. Henry, Karen et ses filles vivent quelque part en Amérique.
Dans la région, il n'y a aucun restaurant italien digne de ce nom et Henri se fait envoyer de vrais produits italiens. Henri devient un employé de l'État. Il est un informateur. Le 22 mai 1980, Henry Hill a décidé de cesser d'exister. Il risquait la réclusion criminelle à perpétuité car il était inculpé d'association de malfaiteurs dans un trafic de drogue important. Il y avait aussi de fortes chances pour qu'Henry soit impliqué dans d'autres affaires, telles que le vol de 6 millions de dollars à l'aéroport Kennedy, les 10 meurtres qui ont suivi ce vol, le meurtre de Michel Sindona, les matchs de basket truqués, la vente d'armes et un corps retrouvé dans un camion frigorifique. Henry n'était pas à la tête de la mafia, mais en faisant partie, il pouvait donner beaucoup de noms. Henry a préféré donner des informations, car dehors, il savait que des personnes le tueraient. Paul Vario l'avait abandonné. Jimmy cherchait à l'assassiner. Henry a souscrit au programme de protection des témoins. Henry, sa femme et ses 2 filles ont disparu et ont eu une nouvelle identité. Un an après l'arrestation d'Henry, Pileggi a reçu un coup de téléphone car Henry cherchait une personne pour écrire une biographie sur sa vie. Pileggi était alors connu pour avoir écrit des articles sur les gros bonnets du crime organisé. Pileggi était alors las d'écrire sur ces personnes et Henry Hill lui était inconnu. Pileggi avait l'habitude de noter tous les noms de personnes liées à l'organisation. D'après une de ses fiches, Henry Hill aurait été un des membres de la famille Bonanno. En voyant que les agents fédéraux accordaient beaucoup d'importance au témoignage d'Henry, Pileggi s'est rendu tout de même à l'entrevue. Le lieu du rendez-vous a été fixé à un comptoir à l'aéroport LaGuardia où Pileggi a rencontré 2 agents du FBI. Pileggi a dû changer plusieurs fois d'avion avant d'arriver au lieu du rendez-vous. Henry Hill lui a paru différent des autres truands qu'il avait interviewés car il avait un discours cohérent avec quasiment pas de faute de grammaire. Henry arrivait à voir au-delà de son expérience pour avoir une vision globale du monde qui l'entourait. Pileggi a décidé d'écrire ce livre car pour une fois, le monde n'allait pas être décrit par quelqu'un d'extérieur ou d'après la perspective d'un grand patron. Son livre intitulé Wise Guy Life in a Mafia Family est sorti en 1986. Pileggi a adapté son roman scénario en 1990 pour le film Les Affranchis de Martin Scorsese. En 1995, Pileggi a écrit le livre Casino Love and Honor in Las Vegas, qu'il a adapté de nouveau pour un film de Martin Scorsese sorti la même année et qui s'intitule Casino. Suite à son arrestation, Hill est devenu un informateur pour le gouvernement fédéral. Son témoignage a contribué à l'arrestation de 50 personnes, dont Paul Vario, mort en 1988, et James Burke, mort en 1996. En 1987, Henry est expulsé du programme de protection des témoins pour trafic de stupéfiants. Passionné de cuisine, Henry Hill a écrit un livre de recettes. Il a créé un site internet sur lequel il vendait des souvenirs et a prodigué des conseils issus de son expérience. Il a affirmé n'avoir jamais tué personne, mais avoir été présent lors de meurtres et avoir contribué à avoir caché des corps. Il a publié un livre intitulé « Les meilleures façons de cacher un cadavre ». En 1965, Henry Hill a épousé sa première femme, qui, comme dans le roman, s'appelle Karen. De ce mariage est né 2 enfants, Greg et Gina, qui sont des noms différents de ceux donnés dans le roman. Karen et Henry se sont séparés, puis ils ont divorcé en 2002. Hill s'est remarié avec Kylie Allor, avec qui il a eu des enfants, puis il a divorcé de nouveau. Au moment de sa mort, il était fiancé à Lisa Caserta. Henry Hill est mort d'un arrêt cardiaque le 12 juin 2012 à Los Angeles, d'un cancer des poumons causé par son tabagisme. C'était presque par hasard qu'Henry Hill s'intégra à la vie du milieu en 1955. Il avait alors 11 ans. Cherchant à gagner quelques dollars après sa journée à l'école, il se risqua dans un dépôt de taxis et voitures de louage au 391 Pine Street dans le secteur est de Brooklyn nommé Bronzeville. La réception de l'entreprise et le bureau de régulation du trafic occupaient un bâtiment de plein pied face à la maison où il vivait avec ses parents, 4 sœurs aînées et 2 frères. Au plus loin que remonte sa mémoire, Henry se retrouve toujours captivé par ce dépôt aux murs blafards, mouchetés de taches de peinture défraîchies. Bien avant d'y travailler, il regardait les longues carrosseries noires des Cadillacs et des Lincoln qui s'engageaient majestueusement dans sa rue. Il observait les visages impénétrables des visiteurs du dépôt.
L'image des épées par-dessus et des larges vestons enveloppant leur carrure impressionnante resterait à jamais gravée dans son souvenir. Certains de ces personnages étaient tellement massifs que les grosses automobiles se relevaient de plusieurs centimètres quand ils extirpaient leur carcasse. Henri contemplait les bagues scintillantes, les pierreries chatoyantes aux boucles des ceintures, les montres de platine fines comme des gaufrettes fixées à des bracelets d'or.